Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce webinaire de partage d'expérience autour du projet de partenariat équitable avec l'appui financier de la Fondation Loulette depuis plus de 18 mois dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et merci pour la patience. Nous démarrons avec 4 minutes de retard sur l'heure convenue. Et donc, je le disais tantôt, 18 mois d'expérience sur ce type de partenariat dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, à savoir le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je suis Hermine Bokossa et j'ai le plaisir de faciliter cette session avec Géraldine Songbe. Géraldine, bonsoir. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Géraldine Songbe, chargée de projet à Jeunes Volontaires pour la Santé, une organisation membre du consortium du Bénin dans le cadre du projet de partenariat équitable de Engender Health. Alors, nous avons des participants connectés d'un peu partout à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Donc, je voudrais vous inviter déjà à sélectionner la langue dans laquelle vous vous sentez le mieux à l'aise, l'anglais ou le français selon votre convenance en bas de votre écran. Aussi, n'hésitez surtout pas à laisser votre nom, prénom, organisation et pays dans le chat. Et si vous avez des questions lors du panel, vous pourrez les écrire directement dans le chat. Merci. Merci Géraldine. Les jeunes à la tête des mouvements pour les droits en santé sexuelle et reproductive en Afrique de l'Ouest, c'est bien le thème qui nous réunit pour 60 minutes d'échange structurés en 3 parties cet après-midi. Et donc, en première partie, nous aurons les mots d'ouverture suivi de la présentation du projet. Et en 3e partie, nous aurons un panel de discussion avec les représentants des organisations de jeunes des 3 différents pays qui ont bénéficier de ce modèle de partenariat avec Engender Health. Sans transition, nous allons recevoir à présent M. Mohamed Ly. Il est le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de Engender Health pour son mot de bienvenue. Monsieur Mohamed, à vous. Merci à vous, merci chère modératrice. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je vais être très bref dans mon propos. Je voudrais déjà dire merci à tous les participants, merci à tous les panélistes de donner de votre temps pour prendre part à ce webinaire. Mes remerciements vont à l'endroit de la Fondation Hewlett qui nous a permis de mettre en œuvre ce partenariat équitable avec les organisations de jeunes en Afrique de l'Ouest, dans ces 3 pays. Merci à Janet pour son appui constant à nos interventions et pour l'avancement des questions de droits en santé sexuelle et la reproduction dans la région. Merci à toute l'équipe d'Engender Health qui a fait un boulot extraordinaire pour rendre ce partenariat possible. Merci à tous nos collègues du siège. Merci à tous les panélistes. Merci à tous les participants. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite vraiment de fructueux échanges et que ces échanges nous ouvrent l'esprit et nous donnent encore plus de force pour évoluer dans la mise en œuvre de ce partenariat. Merci à vous et puis bons échanges à nous tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ly, directeur régional de Engender Health, pour ces mots de bienvenue. Nous espérons donc que vous êtes confortablement installés, chers participants, pour suivre et surtout participer aux échanges qui s'annoncent sur ce modèle de partenariat. Et pour vous donner les mots d'ouverture à présent, nous allons inviter Madame Janet Holt. Elle est chargée du programme Équité entre les sexes et gouvernance à la Fondation Hewlett. Madame Janet, bonsoir. Bonsoir tout le monde. I'm going to speak in English because it's very early in Parler en français parce qu'il est très tôt ici en Californie, aux États-Unis. Donc, je me suis levé il n'y a pas trop longtemps et c'est un grand plaisir pour moi d'être devant aujourd'hui. Et merci surtout à l'équipe de Engender, et aussi à l'organisation de la jeunesse qui m'a permis d'être dans cette rencontre pour dire quelques mots au nom de la Fondation Hewlett, ainsi qu'à nos collègues qui interviennent à travers le monde dans le cadre du programme de santé et de droits reproductifs, et aussi l'action en faveur des jeunes filles en Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest, et aussi tous ceux qui font face à ces barrières pour pouvoir lever ces restrictions à l'accès aux soins de santé et de droits reproductifs. Et bien sûr, ceci reste notre objectif.
C'est un honneur pour nous d'accompagner Engender Health depuis plusieurs années maintenant dans le cadre de différents projets. D'abord en Côte d'Ivoire, nous aurons donc l'occasion d'examiner cet aspect dans le cadre d'un appui financier et travailler aussi en étroite collaboration avec des organisations dirigées par des jeunes, non simplement en matière de droits de l'homme, mais aussi sur des principes de partenariat axés sur l'égalité et aussi le renforcement des capacités d'organisation. Et nous avons pris plaisir à soutenir leur vision et il y aura encore d'autres financements dans le cadre de la continuité des projets sur la période de l'horizon 2025. Et nous voulons aussi saluer toute l'organisation dirigée par les jeunes qui ont participé à ce programme. Ils ont beaucoup apprécié la contribution de l'équipe de Engender Health et ce financement est axé surtout sur le droit de l'homme et aussi l'atteinte des objectifs et le renforcement, bien entendu, de ces organisations. Ça reste, bien sûr, un principe que qui nous tient vraiment à cœur et nous voulons fonctionner sur la base de la confiance réciproque. Nous donnons une attention particulière, n'est-ce pas, à la dynamique du pouvoir et ici, ce projet fonctionne sur la base des principes solides et nous avons aussi appris au niveau des bonnes pratiques auprès de ces organisations, surtout dans le sens du renforcement de leur capacité et aussi établir des relations solides et transparentes. Alors donc, on s'attend bien sûr à attendre les nouvelles de Engender Health quant à ce qu'ils ont pu apprendre au cours de ces dernières années et de pouvoir aussi les partager avec tous. Voilà, donc j'attends impatiemment de vos retours et feedbacks et j'espère que ce sera très inspirant, comme d'habitude quand j'entends les jeunes de cette région nous faire part de ce qu'ils font dans le cadre de la santé et des droits reproductifs. Merci infiniment. Merci, Madame Janet Hodge, pour vos mots d'ouverture et merci pour le soutien de la Fondation Boulette dans ce processus. Vos mots d'espoir, vos attentes sont bien entendues par les jeunes et c'est sûr que dans les discussions du panel tout à l'heure, nous aurons les réponses, nous aurons les feedbacks, nous aurons le partage d'expérience sur la question. Je rappelle qu'elle est chargée de programme équité entre les sexes et gouvernance à la Fondation Boulette. Le décor ainsi planté, nous allons découvrir ensemble une brève présentation du projet qui nous rassemble ici cet après-midi et ce sera avec M. Maïfous Nassirou. Il est Country Program Manager de Engender Health au Bénin. Monsieur Maïfous, à vous la parole. Merci beaucoup. Eline, Géraldine, j'espère que vous m'entendez très bien. Oui. Voilà, merci donc de me donner l'opportunité de présenter le programme de partenariat équitable avec les organisations locales dirigées par les femmes et les jeunes en Afrique de l'Ouest, notamment dans 3 pays que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'objectif du projet à la base, c'est vraiment de repenser le partenariat avec les organisations locales. On revoit la manière dont les organisations comme les nôtres, les organisations internationales, collaborent avec les organisations locales dirigées par les jeunes et par les femmes. Repenser ce partenariat pour leur permettre de se sentir vraiment valorisés. Et aussi repenser ce partenariat pour leur permettre de se retrouver au cœur de l'agenda des SSR de leur pays respectif. Et donc, comme approche, ce que nous avons utilisé comme approche, c'est une approche de partenariat équitable. Et si vous voulez, quand on parle de partenariat équitable, ici, je me permets de vous rappeler un peu le contexte de ces partenariats-là. Vous avez d'un côté une organisation comme Engender Health, vieille de près de 70 ans, qui désire se mettre dans un contexte de partenariat avec une organisation ou avec des organisations qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence. Donc, vous voyez qu'au départ, on n'est pas sur un pied d'égalité. On a Engender avec 70 ans d'expérience, vient avec beaucoup plus de perspectives de pouvoir. Et donc, il fallait prendre conscience de ce pouvoir-là dès le début du partenariat et chercher des moyens pour équilibrer le pouvoir et faire en sorte que ces organisations qui vont se retrouver dans le partenariat puissent se sentir valorisées et puissent savoir que leur voix compte dans ce type de partenariat. Et qu'est-ce que nous avons adressé comme problème à travers ce partenariat?
il y a 3 problèmes clés. Le premier problème, c'était la participation significative des jeunes. Nous voulons renforcer la participation significative des jeunes. Nous voulons que les jeunes soient au cœur des actions nécessaires, de la planification, la mise en œuvre, l'implémentation à tous les niveaux de décision. Et ça, c'est le premier problème que nous avons cherché à résoudre durant ce partenariat. Le second problème, c'est le manque ou la faible collaboration entre ces organisations-là, qui sont pour la plupart des activistes ou qui utilisent l'activisme comme une approche. Le manque de collaboration de ces organisations avec, par exemple, les prestataires de services SRPF. Vous voyez, d'un côté, ces organisations défendent les droits pour l'équité, pour l'égalité de genre, la lutte contre les VBG, et vous avez de l'autre côté les prestataires qui offrent des services de SRPF. Et donc, tous traitent les problèmes de la femme, mais chacun dans son silo. Et donc, à travers ce partenariat, nous avons cherché à collaborer avec ces jeunes-là pour rapprocher un peu ces deux mondes-là, parce que les problèmes des femmes, ce n'est pas des problèmes qu'il faut morceler et qu'il faut donc qu'une partie s'occupe d'une partie et que l'autre partie prenne l'autre. Et le troisième pilier, problème que nous avons cherché ici aussi, c'est d'utiliser l'approche féministe, d'infuser les principes féministes dans toute notre approche pour pouvoir rendre favorable l'environnement d'intervention. Vous connaissez un peu l'environnement d'intervention dans nos pays respectifs, et vous savez que cet environnement, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons toujours afin qu'il soit de plus en plus favorable aux interventions en matière de santé sexuelle et reproductive et de droits sexuels. Vous avez là les partenaires avec lesquels nous avons travaillé à l'échelle des 3 pays, qui sont au total 9. Pourquoi 9? Parce que comme il s'agit d'un projet de partenariat, nous avons voulu que l'idée de partenariat soit une idée qui transcende jusqu'à la base qu'on ressente ça. Donc, nous avons encouragé ces organisations à se mettre aussi en partenariat. Pour la plupart de ces organisations, c'était la première expérience de se mettre en consortium, de travailler avec d'autres organisations de jeunes. Parce que nous savons et nous sommes convaincus que les problèmes de santé sexuelle et reproductive, ce ne sont pas des problèmes qu'on peut régler en silo. On a besoin de synergie, et cette synergie, c'est quelque chose qu'il faut renforcer dès la base. Et puis, vous savez, il y a un adage aussi chez nous qui dit seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est dans cet esprit que nous avons créé ces partenariats qui nous ont permis de travailler avec un consortium de 3 organisations par pays, donc soit au total 9 organisations. Et tout ça, nous l'avons fait à travers un processus partenarial assez simple. C'est un processus assez simple qui est composé de 6 étapes clés. Je ne vais pas aller dans les détails de ces étapes, mais on commence en général par une exploration, une discussion des besoins de l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation a besoin d'un point de vue administratif, d'un point de vue financier, d'un point de vue thématique, sur quel aspect on peut renforcer l'organisation? Qu'est-ce qu'elle a besoin pour être une organisation solide dans l'écosystème? Donc, on commence par ça. Et à partir de là, on crée une formation taillée sur mesure pour cette organisation, une formation qui est taillée sur mesure par rapport aux besoins que nous avons identifiés. Après ça, on fournit un appui pour un atelier de co-création d'un plan d'action. Et à la suite de ça, nous mettons en œuvre l'appui financier, l'appui technique nécessaire pour permettre à l'organisation vraiment de se sentir au premier plan. Et les principes autour desquels ce partenariat ou ces partenariats ont été construits sont donc de 3, comme je le disais. Le premier principe, c'est la flexibilité programmatique. Vous savez, pour travailler avec des organisations dirigées par les jeunes, vous devez vous assurer que ce que vous prévoyez, ce n'est pas comme une parole qui est écrite dans la Bible et qu'on ne peut pas changer. Donc, une organisation, quand on fait les programmations, peut revenir le lendemain et dire « Oh, je pense que cette activité que nous avons prévue, je pense que vu le contexte, il nous faut la changer, il faut la modifier. » Donc, la flexibilité programmatique, c'est un principe clé sur lequel nous avons collaboré. Et le deuxième principe, c'est une approche centrée sur les jeunes. Donc, à toutes les étapes de décision, d'implémentation, de mise en œuvre, de conception, nous avons voulu que ce soit les jeunes qui soient responsabilisés pour prendre des décisions dont ils ont besoin. Et le troisième principe, c'est un apprentissage. C'est un type de partenariat nouveau pour nous aussi. On n'avait pas cette expérience aussi de ce type de partenariat en général. Donc, nous avons mis en place un dispositif d'apprentissage qui nous permettent d'écouter, de suivre, d'observer et de pouvoir documenter tout ce que nous avons appris. Et c'est d'ailleurs ça que nous sommes aujourd'hui ravis de vous partager à travers ce webinaire. Et donc, pour finir, en termes d'apprentissage, je dirais que nous en avons noté plusieurs, mais je vais vous partager peut-être 3 apprentissages clés que nous avons. Le premier apprentissage, c'est que les organisations locales
dirigés par les jeunes, par les femmes, ont d'énormes potentiels en termes d'impact. Ils ont d'énormes potentiels en termes d'impact, mais pour profiter, pour mettre ce potentiel au profit des DSSL, il faut leur proposer un partenariat inclusif. Un partenariat qui n'est pas seulement sur les activités, mais un partenariat qui prend en compte leurs besoins administratifs, financiers. Ce n'est pas souvent de petits points. Parfois, on laisse juste nos bureaux, on permet à nos organisations de venir dans tous les pays où on est dans le bureau, d'utiliser notre salle de conférence, d'utiliser notre Internet. Et c'est ainsi. Et deuxième principe aussi que nous avons appris, deuxième chose que nous avons appris de ce partenariat, c'est par rapport au contenu de l'accompagnement. L'accompagnement pour ces organisations ne peut pas être unique. Il faut un accompagnement taillé sur mesure. Il faut un accompagnement qui soit flexible, qui soit agile et qui est taillé sur les mesures. Parce que les organisations de jeunes se ressemblent, mais elles n'ont pas les mêmes besoins, elles n'ont pas les mêmes spécificités. Et donc, cela a été plus chronophage pour nous en termes de temps que notre personnel a passé dans l'accompagnement de ces équipes. Et le dernier point en termes d'apprentissage pour nous, c'est que si on met en place un processus de partenariat avec les organisations locales dirigées par les jeunes, par les femmes, et que ce processus de partenariat prend en compte la question de coûts indirects, c'est-à-dire est-ce que ces organisations n'ont pas besoin d'imprimantes, n'ont pas besoin de payer le loyer, n'ont pas besoin de payer l'électricité. Quand on prend tous ces facteurs en compte, ça renforce la confiance et ça améliore l'équité partenariat. Je pense que je vais m'arrêter là et j'aurai le plaisir, si vous avez des questions, de vous répondre plus tard dans le débat. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Nakirou, pour cette présentation assez détaillée qui nous fait comprendre en fait le contexte ainsi que les contours de ce modèle de partenariat qui prend non seulement en compte, en note bien, les besoins des jeunes et qui leur offre en plus une large marge de manœuvre en leur donnant la possibilité de travailler en consortium, bénéficier de renforcement de capacités institutionnelles, d'une co-création de plans d'action et d'un appui technique continu dans la mise en œuvre de leur action. C'est un partenariat assez flexible qui privilège l'apprentissage et surtout une approche qui est centrée sur les besoins des jeunes. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet avec les représentants des consortiums pays qui ont expérimenté ce partenariat. Espérons. Bien entendu, et la première nous vient du Burkina Faso. Elle est activiste engagée depuis environ 11 ans sur les questions de santé reproductive, de planification familiale et de promotion du genre. Elle représente ici le consortium Youth Power du Burkina Faso. Il s'agit de Stévie Yameogo. Stévie, bienvenue, bonsoir. Oui, bonsoir, Hermine. Merci à tous et à toutes pour la présence à ce webinaire. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous. Je vous remercie. Merci Stévie. À sa suite, nous avons le consortium Femmes et Résilience, ici représenté par Salimatou Baldé. Elle est la directrice exécutive de l'ONG féministe actuelle en Côte d'Ivoire. Bienvenue Salimatou, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour Emine, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour ce webinaire. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Nous l'espérons aussi, Baldé. Et pour finir, nous avons Mariette Mocho qui nous vient du Bénin. Elle est experte en DSSR, directrice exécutive du ROAGEF Bénin, entendez Réseau Ouest-Africain des jeunes femmes leaders. Et représente ici le consortium ROAGEF JPS et l'ONG Famille, Nutrition et Développement. Bonsoir Mariette. Bonsoir Emine, bonsoir Géraldine, bonsoir à toute l'équipe. Et voilà, nous merci Mariette et merci Stéphanie. Partager notre expérience média et j'espère. Mariette, je pense que on a un petit problème de connexion. Bon. Vous ne recevez pas? Donc voilà, à présent, nous
panélistes ainsi installés et ma première question, c'est déjà pour toi, Mariette. Nous avons commencé à parler du partenariat équitable mis en œuvre par Engender Health depuis le début de ce webinaire et je voudrais savoir, selon toi, quels sont les éléments qui ont rendu quand même ce partenariat assez bénéfique pour les organisations qui sont en consortium au Bénin et surtout pour le type d'organisation que nous sommes ou que vous êtes, des organisations de jeunes. Alors, merci beaucoup, Géraldine. Est-ce que vous me recevez maintenant? Très bien, 5 sur 5. Alors, Dame, nous ne te recevons plus, Mariette. Peut-être que tu pourrais bouger. Nous allons revenir à toi tout à l'heure. En attendant, je me tourne vers Stévie. Nous savons que le Burkina Faso a... Mariette, tu es là? Nous avons beaucoup de mal à te recevoir. Je pense que nous allons revenir à toi tout à l'heure, le temps que la connexion ne se stabilise à nouveau. Alors, vous me recevez? Bon, nous te laissons continuer, Mariette. OK, super. Donc, je disais tantôt que ce qui a rendu bénéfique vraiment le partenariat, c'est parce que Engender fait partie des rares organisations qui s'inscrivent réellement avec, dans une vision vraiment d'accompagnement des organisations jeunes comme les nôtres. Alors, je parlerai en un premier temps du renforcement organisationnel. Non seulement dans la mise en œuvre des interventions, mais également dans le développement organisationnel, administratif, financier, même programmatique. En ce sens, nous avons vraiment bénéficié de formations d'assistance technique au niveau de la gestion administrative, financière, comme je le rappelais, mais également au niveau programmatique. Je parlerai également du fait que ce partenariat nous a permis de renforcer la capacité de notre organisation à gérer ses opérations de manière vraiment très efficace et efficiente, à renforcer sa durabilité et pouvoir produire des résultats sur le projet. Il y a un point qui nous tient vraiment à cœur quand on a vraiment voulu souligner au niveau de ce débat aussi, c'est vraiment de souligner le fait que Engender a appuyé nos organisations en ce qui concerne les charges fixes. Je dirais pour un partenariat vraiment équitable, c'est un point d'honneur parce que ça nous a permis pendant la durée du projet de ne pas nous soucier vraiment de où est-ce que nous allons trouver les fonds pour pouvoir faire face aux charges fixes, mais à nous concentrer résolument sur les activités et donc à pouvoir atteindre les résultats. Alors, parlant vraiment du partenariat équitable, je vais également souligner le fait que le projet que nous avons exécuté au Bénin n'a pas été un projet envoyé par Engender, mais un projet entièrement construit, je dirais, co-créé par les organisations membres du consortium. Et quand je parle des organisations membres du consortium, vous l'avez déjà rappelé, c'est le OAGF Bénin, où nous avons construit ce projet en tenant compte des défis que nous rencontrons, en tenant compte des réalités, des objectifs que nous voulons atteindre. Et tout ceci s'inscrivait au niveau de nos visions stratégiques, les visions stratégiques de nos 3 organisations. Pour continuer toujours, je dirais que c'est un partenariat qui a vraiment mis au cœur les jeunes, les actions des jeunes et qui nous quant à la création, le développement d'un projet, la gestion administrative, la mise en œuvre d'un projet, le suivi, évaluation surtout, et la redevabilité. Et je ne vais pas oublier l'aspect vraiment de mobilisation de ressources, en ce sens où durant tout le partenariat, je sais que c'est pas, ça continue encore, Engender Health ne cesse de nous envoyer des appels à projets, à contributions, etc., toujours pour permettre vraiment à nos organisations de pouvoir avoir plus d'éléments, plus de partenaires, plus de ressources pour la mise en œuvre vraiment de nos interventions. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire par rapport à ce partenariat équitable avec Engender. Merci.
Merci Mariette pour avoir présenté ces éléments qui rendent le partenariat équitable, bénéfique pour votre consortium au niveau du Bénin. Donc, on note plusieurs éléments qui ressortent de ton intervention, la participation significative des jeunes, l'appui institutionnel, l'appui à la mobilisation de ressources. Je continue cette fois-ci avec Stevie, le Burkina Faso. Dis-nous donc, dans le contexte du Burkina Faso, quelles sont les actions phares, quelle action phare, voilà, votre participation à cette coalition vous a permis de réaliser au niveau du Burkina Faso? Ok, merci beaucoup, Emine, pour cette question. Il faut dire que le Burkina Faso, depuis 2015, est touché par une crise sécuritaire qui exacerbe en fait les violences basées sur le genre, où les femmes sont dans une certaine vulnérabilité qui ne leur permet pas de s'épanouir et de s'affirmer. Et dans le cadre de cette coalition-là, nous avions véritablement trouvé de relever la problématique à résoudre le faible respect des droits de la femme et la persistance des violences basées sur le genre au niveau du Burkina. Et de ce fait, nous sommes allés sur la mobilisation sociale pour la promotion des droits de la femme afin de réduire et prévenir les violences basées sur le genre. Et de manière opérationnelle, nous avions utilisé une approche centrée sur les survivantes de violences basées sur le genre. Nous ne parlons pas ici de victimes parce que nous donnons un peu une lueur d'espoir à ces personnes qui sont touchées par les violences basées sur le genre, d'avoir la possibilité de se reconstruire donc, et de survivre de ces violences-là. Donc, il a été question véritablement de mettre en évidence l'approche axée sur les survivants, mais également sur les jeunes, parce que en plus de la question des violences basées sur le genre, nous avions intégré la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive. Donc, nous avons également eu à faire la co-création d'un plan d'action avec cette approche centrée sur les survivantes et les adolescents et jeunes. Et les besoins de ces jeunes et expériences de survivantes ont été collectés et documentés. Donc, à travers cette collecte, nous avions voulu également contribuer à comment créer des outils vraiment efficaces à faire la sensibilisation pour faire prendre conscience l'ampleur des VBG dans un tel contexte, vous savez, comme je le disais, touché par la crise sécuritaire et bien sûr même avec la COVID-19 qui a encore plus exacerbé ces violences-là. Donc, nous avions réalisé des capsules vidéo de sensibilisation qui sont produites sur la base, bien sûr, de ces différents témoignages des survivantes, bien sûr avec un respect de la règle de confidentialité. Pour dire plus spécifiquement en termes d'actions menées, nous avions fait la collecte et la documentation des besoins et des expériences des survivants en matière de DSSR et DBG. Nous avions réalisé également la formation des jeunes sur les DSSR, les VBG et bien sûr sur l'identification des besoins spécifiques de ces jeunes et survivants. Nous avions donc fait la réalisation des capsules et également à partir de ces différentes capsules-là, nous avions réalisé des actions de mobilisation sociale et politique qui ont servi en tout cas à pouvoir mettre en œuvre des dialogues intergénérationnels où il était question véritablement d'asseoir les parties prenantes, jeunes et adultes, afin de véritablement revenir sur les différents enjeux des violences basées sur le genre, mais également définir de nouvelles orientations, de nouvelles stratégies d'intervention pour venir à bout de cela. Donc, il faut rappeler qu'au niveau du Burkina, nous avions dans nos zones d'intervention mis l'accent sur le milieu rural avec 3 communes au niveau du centre qui sont Konki-Ipala, et Lumbila et Konki-Ipala, pardon, et Konsiliga et au niveau de Koubi. D'accord, merci beaucoup.
Un dernier point, juste un petit dernier point, c'est vraiment de dire que les actions nous ont permis de pouvoir véritablement mêler également un plaidoyer au niveau local et communautaire, d'où à partir de ces actions-là, des recommandations et des engagements ont été pris. Et vraiment la suite, il faut dire que nous espérons en tout cas une pérennisation de projets pour véritablement aller sur un suivi du respect de ces engagements-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Stevie, pour ce partage d'expérience assez complet quand même. On note que malgré la crise au Burkina, les jeunes, les organisations de jeunes ont quand même pu mener des actions qui sont axées même sur le vécu des survivantes et ainsi que ceux des jeunes, pouvoir créer en fait à la conscience ou réveiller la conscience au niveau social et politique. Donc, à présent, je vais passer à Stevie à Salimatou, voilà, et pour lui demander quelles sont les réalisations qui les rendent fiers, qui rend le consortium de la Côte d'Ivoire fier par rapport, en fait, dans la mise en œuvre de ce projet, de la mise en œuvre de le plan d'action dans le cadre du partenariat équitable, vu que voilà, nous sommes des organisations de jeunes qui avons quand même bénéficié d'un partenariat qui nous donne une large marge de manœuvre dans nos actions. Donc, Salimatou, tu as la parole. Alors, merci Géraldine, merci Hermine. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, ça va peut-être vous étonner, mais nous, ce n'est pas une seule réalisation, ce n'est pas une seule réussite, c'est vraiment un ensemble de réalisations que nous avons pu atteindre et chaque action que nous avons pu poser nous rend plus fiers. Nous en sommes très fiers parce que c'est à la suite d'un processus que nous avons atteint ces résultats-là. Pour commencer, déjà, il y a le renforcement des capacités et de nos compétences en tant que personne, c'est-à-dire l'investissement dans le capital humain. Ensuite, il y a le renforcement de notre leadership en tant que jeune organisation féministe travaillant sur un certain nombre de questions, notamment les questions de VBG. Et après, il y a aussi la facilitation de nos prises de décision, le renforcement de nos engagements, mais à côté de cela, il y a notre participation aux amendements qu'on a eu à faire, notamment à la loi relative aux mesures de protection des personnes victimes de violences domestiques et autres que domestiques. Donc, nous avons participé aux amendements à travers un atelier de formation et ensuite la loi a été promulguée et c'est avec une très grande joie que nous avons accueilli cette loi parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur qu'il y ait une loi qui protège les victimes de violences en Côte d'Ivoire. À côté de cela, il y a nos bénéficiaires. À travers toutes les formations que nous avons reçues avec Gender Health, nous avons pu atteindre, on va dire, l'inclusion. Parce que dans la réalisation de nos activités, on a mis l'inclusion au centre de notre plan d'action. Du coup, on a pu renforcer leurs capacités, mais aussi prendre leur avis. Du coup, on a réussi aussi ce pari-là. Et l'autre pari aujourd'hui dont nous sommes très fiers, c'est qu'en ce moment, il y a un atelier qui se fait, un atelier d'élaboration et de validation et de relecture de la loi sur la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une de nos plus grandes fiertés parce que ça fait quand même depuis 2004 qu'on parle de la loi Esther en Côte d'Ivoire et jusqu'à présent, on n'en a pas. Après, malgré tous les ateliers, malgré toutes les rencontres. Et aujourd'hui, on parle de relecture de cet avant-projet-là. Donc, voici en quelque sorte les réalisations auxquelles vraiment nous sommes très fiers. Et surtout, ce partenariat-là, travailler avec Gender Health, ça a été qu'un pur plaisir. Merci beaucoup, Baldé, pour ce partage et félicitations à votre consortium au niveau de la Côte d'Ivoire ainsi qu'à tous les consortiums d'ailleurs pour ces réalisations ainsi décrites. Et à présent, je vais retourner vers Stevie pour savoir dans l'expérimentation de ce partenariat, lorsque vous avez rejoint
le consortium au niveau de votre pays. On sait que quand des organisations de jeunes se mettent ensemble, des jeunes se mettent ensemble, ou on nous dit souvent en tout cas que quand les jeunes se mettent ensemble, ce n'est pas toujours évident. Donc, lorsque vous avez rejoint ce consortium en tant que jeune, en tant qu'organisation de jeunes, quelles étaient vos inquiétudes? Oui, merci, Hermine. Il faut dire en fait qu'avant un prélude de l'intégration, bien sûr, à ce consortium, nous avons véritablement eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations. On se posait déjà la question comment est-ce que véritablement on va arriver à relever ce défi de se mettre non seulement en consortium, mais également de déployer des activités, des actions qui portent sur les questions de droits en santé sexuelle et reproductive et de violences basées sur le genre. Donc, c'était une première pour nous d'aller en consortium. Et également, c'était une première pour nous de mettre en œuvre un plan d'activité sur cette thématique-là. Donc, on s'inquiétait déjà sur le volet communicationnel, sur le volet technique, sur nos aptitudes à nous-mêmes à véritablement réussir ce pari du consortium. Mais avec la contribution de tous et de toutes, nous avions pu quand même relever ces défis-là. C'était véritablement l'une des plus grandes inquiétudes, comment est-ce qu'on arrivait à réussir cela, mais avec le partenariat équitable, nous avions bénéficié du soutien de Engender Health et d'autres organisations, parce qu'il faut le dire, dans le cadre de la mise en œuvre de nos actions, nous avions véritablement collaboré avec le ministère du Genre à travers sa direction de prise en charge des femmes victimes et survivantes de violences basées sur le genre. Donc, c'est vraiment des questions sur lesquelles on s'inquiétait. Mais en plus de cela, nous nous inquiétons même sur le processus de redevabilité parce que, étant une première fois, on n'avait pas forcément tous les outils prédéfinis qui nous permettaient de faire un suivi évaluation, mais également une sorte de capitalisation projet. Mais on a pu quand même relever ce défi-là dans le cadre du partenariat à travers l'accompagnement. D'accord, merci beaucoup, Stevie. Nous allons maintenant venir à Salimatou. Quel est, selon vous, en tout cas à votre niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, les défis et même les inquiétudes que vous aviez au départ, les défis que vous avez dû affronter lors de la mise en œuvre de votre plan d'action? Alors, comme toute activité humaine, on rencontre forcément des difficultés et l'une des premières choses à laquelle on était confronté, c'était de savoir comment nous, une petite organisation qui n'a pas encore assez fait ses preuves, peut arriver à travailler sur un projet comme ça, un partenariat équitable avec une organisation internationale comme Engender Health. Donc, l'une des premières craintes, c'est est-ce qu'on allait être à la hauteur de la confiance qui est placée en nous. Donc, on s'est posé cette question-là. Je pense que ça a été quelque chose sur laquelle on a beaucoup discuté. Est-ce qu'on est à la hauteur de vraiment la confiance qui est placée en nous? Est-ce qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs? Ensuite, travailler avec des personnes, on va dire des nouveaux collègues avec lesquels on n'a jamais eu à travailler. Comment on allait gérer le leadership entre les organisations, parce que vous le savez, quand on dit le plus souvent, quand des femmes se réunissent pour travailler des organisations de jeunes, c'est très difficile parce que chaque organisation veut se mettre en avant et tout. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu pour qu'on ne puisse froisser aucune de ces personnes-là. Donc, on s'est posé toutes ces questions-là. Mais après, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler d'abord avec les sessions de formation, avec les réunions, avec les discussions, avec les co-créations que nous avons faites, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de naturel en fait. C'était quelque chose qui était inné en chacun. Il suffit juste de savoir comment relever cette potentialité-là pour pouvoir avancer. Donc, au début, on avait ces craintes que j'ai citées et après, quand on a commencé, on a rencontré vraiment, on va dire, une oreille attentive de chaque personne qui travaille au sein de l'organisation partenaire qui nous a accompagnés à chaque fois qu'on a eu des inquiétudes,
qu'on a eu des choses où on se disait, bon là, on ne peut plus faire rien, on ne peut plus passer, qu'est-ce qu'on fait? Et on a toujours eu cette possibilité de se tourner vers quelqu'un pour dire, voici nos inquiétudes, qu'est-ce que tu nous proposes, qu'est-ce que tu nous conseilles? Et ça a très bien marché à chaque fois qu'on a été confronté. Merci, Badé. Nous sommes un peu pris par le temps, donc je vais demander à Mariette si elle a quelque chose à compléter. Est-ce que ces inquiétudes et défis sont partagés au niveau du Bénin? Juste en quelques mots. Oui, c'est clair que quand nous parlons de consortium, même si ça l'est bénéfique, parfois on l'appréhende comme les autres l'ont déjà mentionné, parce qu'on ne connaît pas forcément parfois les gens avec lesquels on travaille. On ne sait pas forcément comment est-ce que la collaboration peut se dérouler. Mais Dieu merci que dans la mise en œuvre, on se rend compte que, pris par les mêmes défis, on se voit travailler ensemble tout naturellement parce qu'on a un objectif commun, on a un défi à relever et tout se met naturellement en voie pour que tout se passe bien. Je crois également que les différentes rencontres en ligne, en présentiel, renforcent davantage les liens d'intégration et nous permettent vraiment de régler les problèmes si entre-temps problème il y a. Merci. Merci beaucoup, Mariette, pour ce partage d'expérience. Alors, je voudrais savoir, je reste toujours avec toi, quelles seraient les actions ou quels seraient les actes qui seraient posés par vous pour pouvoir avoir ce type de partenariat avec deux organisations internationales? Quelles sont les actions peut-être que vous faites différemment aujourd'hui pour susciter ce type de partenariat avec deux organisations internationales? OK. Déjà, au niveau du projet du Bénin, on a l'aspect de documentation, de capitalisation. Et pour nous, c'est vraiment important de mettre l'emphase vraiment sur ce partenariat équitable et de pouvoir l'envoyer au niveau des partenaires avec lesquels nous travaillons déjà, qui ne s'inscrivent pas forcément dans cette vision-là de partenariat équitable, leur montrer le bienfait, les avantages, je dirais, qu'ils ont, que nous avons finalement tout ça pour nous inscrire dans ce genre de partenariat. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir documenter cette expérience-là et de pouvoir la diffuser auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons. Non seulement diffuser lors des réunions que nous allons solliciter, mais également pouvoir diffuser ça au niveau de nos différentes plateformes de publication, les réseaux sociaux que nous utilisons. Je crois que ça va vraiment permettre non seulement aux partenaires avec lesquels nous travaillons, mais aux potentiels partenaires de mieux se renchérir, de s'inspirer, je dirais, de cette expérience-là pour améliorer justement leur expérience avec d'autres organisations de jeunes. Merci. Merci beaucoup, Mariette. Stevie, je viens à toi. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour améliorer ce type de partenariat? Au regard de votre expérience, les défis, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Alors, je dirais en termes de points à améliorer dans ce partenariat, c'est en amont de véritablement analyser les forces et les faiblesses opérationnelles de chaque structure avant d'établir la coalition. C'est vrai que pour cette coalition, pour ce démarrage, nous l'avions fait, mais c'est véritablement d'aller dans les détails des spécificités pour permettre à ce que dans le cours de la mise en œuvre des actions, ce soit des gaps rapidement qu'on pourra combler à travers des solutions et mesures correctives. L'autre point, c'est aussi de pouvoir faire une analyse terrain avant de proposer le budget, le plan d'action. Je le dis parce que pour le cas du Burkina spécifiquement, c'est vrai qu'on a fait une analyse sexo-spécifique situationnelle sur les VBG, les droits en santé sexuelle au niveau des sites d'intervention. Nous avions une idée puisque nous sommes déjà des activistes et on a pas mal été dans ces zones-là. Mais c'est véritablement de faire une analyse approfondie parce que dans le cadre de l'élaboration du budget, même du plan d'action, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des éléments qu'on n'a pas forcément pris en compte et dans le cours de la mise en œuvre, ça constituait quelques difficultés pour nous. Mais c'est vraiment des difficultés minimes, mais c'est des choses aussi à prévoir pour améliorer ce type de partenariat. L'une des choses aussi que je peux ajouter, c'est la participation effective, la disponibilité
youth, des jeunes leads dans la rédaction des projets, la mise à disposition des fonds de fonctionnement par tranche de 6 mois. Pourquoi? Parce que à un moment donné, pour nous, c'était assez complexe parce qu'on ne pouvait pas forcément avoir tout le monde au même moment. On avait véritablement une difficulté à mobiliser les gens. Je crois qu'il y a quand même eu une participation, mais les agendas étaient assez serrés, sachant que les organisations aussi avaient leur propre plan d'action à mettre en œuvre. Donc, il y a l'implication effective de toutes les parties prenantes depuis le début du projet, telles que les structures étatiques et les chefs traditionnels, les organisations de jeunes. Merci. Je le dis. Stevie. Oui. Voilà, nous ne sommes pris pas le temps, donc okay, je vais demander à Salimatou si elle a quelque chose à rajouter, une seule recommandation pour améliorer le partenariat. Rapidement. Je pense que Stevie a parlé de beaucoup de choses. Donc, pour ne pas avoir à me répéter, je pense qu'on va s'en tenir à ça et puis prendre des questions s'il y en a. Et peut-être la seule chose à rajouter, c'est de dire aux autres partenaires aussi qu'il est temps, vous qui nous écoutez en ce moment, qui êtes participés à ce webinaire, il est temps de penser aussi au partenariat équitable pour rendre les organisations plus efficaces. Merci, Baldé. Merci pour ces recommandations qui sont bien notées également, Stevie. Analyser les forces et faiblesses profondes, voilà, et vraiment spécifiques à chaque organisation. Analyser le terrain avant l'élaboration des plans d'action. Les recommandations sont bien notées. Chers participants, vous pouvez continuer à laisser vos questions, préoccupations dans le chat. Et nous avons déjà certaines questions. Donc, on va y aller directement avec les questions, chers panélistes. Donc, la première question dit, ce partenariat accompagnement vous a-t-il permis d'avoir d'autres partenaires financiers? Et si oui, quel lien faites-vous avec l'accompagnement de vos autres partenaires? Donc, la première question, est-ce que ce partenariat ou cet accompagnement vous a permis d'avoir d'autres partenaires financiers? Est-ce que... Oui, nous, à notre niveau, oui. Oui, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pu mobiliser l'ambassade de France. Nous avons pu mobiliser d'autres partenaires. On a eu à travailler avec Equipop. On a eu à travailler avec iPass à côté. Et puis, on a eu à travailler également avec l'ambassade du Canada. Donc, c'est des partenaires qu'on a pu mettre autour de nos projets, autour de ce plan d'action-là pour pouvoir avancer. Donc, OK. Et puis à côté, il ne faut pas oublier qu'après ce projet, quand on a fini ce projet, ça nous a permis aussi de postuler pour UAF, Urgent Fund Africain, qui nous a aussi, aujourd'hui, qui nous accompagne sur un financement de 6 mois. Donc, oui, on a eu à engranger aussi d'autres partenaires. Et le lien, c'est de discuter, de leur dire, venez regarder ce que les autres ont fait, partie des documents de capitalisation que nous avons fait et des rapports pour dire, regardez ce que nous avons fait avec Engender Health, avec la fondation ULED. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en nous donnant tel montant qu'on peut aussi atteindre un certain nombre d'objectifs? Donc, pour ne pas trop durer sur la question, voici un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Stevie, on voudrait savoir si c'est pareil au niveau du Burkina Faso aussi. Oui, bien sûr, c'est pareil au niveau du Burkina. Je l'avais tantôt souligné que nous avions véritablement collaboré avec le ministère du Genre à travers sa direction de prise en charge des femmes victimes et survivantes de violences basées sur le genre. Mais également à travers ce partenariat, nous avions pu contribuer fortement à l'élaboration du plan stratégique ados et jeunes qui était en révision pour la période 2022-2025. Et par ailleurs, nous avions aussi pu avoir un accompagnement de Urgent Action Fund sur un projet également similaire portant sur les violences gynécologiques et obstétricales. Et dans la mise en œuvre de ce partenariat, nous n'avons pas aussi oublié les autres organisations de jeunes qui ont fortement contribué au déploiement. Je parle de YouReport, de l'UNICEF, de la BBF avec son mouvement d'action de jeunes, de l'IPBF aussi qui nous a aussi apporté à travers son expertise, approche
approche féministe et genre. Donc, c'est véritablement des acquis comme ça à travers ce partenariat que nous avons obtenu, que nous trouvons qu'il est important de pérenniser. Vraiment un chapeau à cette initiative. Merci beaucoup, Stevie. Alors, une autre question, c'est de savoir comment les expériences sont documentées, les acquis sont documentés en dehors des capsules vidéo. Donc, je pense que c'est toujours pour toi, Stevie. Comment vous documentez, en fait, en dehors des capsules vidéo, les expériences? Il faut dire que les capsules vidéo ont servi à collecter les témoignages, mais nous avions aussi fait une étude de collecte de documentation avec l'expertise d'une consultation, donc d'une consultante qui est allée sur le terrain, questionner les différentes personnes cibles. Et au-delà de ça, ce que nous mettons aussi en exergue au niveau de notre consortium, c'est véritablement de faire aussi un peu de la recherche-action sur la thématique en question. Donc, c'est quelque chose qui a commencé avec ce partenariat et que nous continuons de faire sur nos autres activités initiatives. Ok, merci. Sur la manière dont vous documentez les acquis, la manière dont vous avez documenté les acquis sur le projet. Je ne sais pas si je t'ai bien suivi, mais pour ce qui est de la documentation de l'expérience projet, nous l'avons intégré, je dirais, dès le début du projet, où on l'a fait à travers les approches orientées changement qui nous ont permis d'identifier, de recenser au préalable des changements qu'on escompte avoir sur le projet. Ensuite, nous avons fait une vidéo d'entretien avec les différentes, je dirais, cibles du projet, mais également les membres du consortium pour vraiment faire le tour, un bilan assez global du projet. Et c'est ce document-là, on l'a fait non seulement en document, papier, mais également en vidéo, afin de pouvoir vraiment nourrir, retracer toute l'expérience que nous avons eue autour du projet. Voilà. Merci. Merci, Mariette. Alors, une autre question, c'est de savoir comment les organisations, les consortiums au niveau de chaque pays ont impliqué les organisations à la base pour s'assurer réellement de leur implication, voilà, dans la mise en œuvre du projet. Donc, comment avez-vous mobilisé? Ça s'est fait d'abord au niveau de la co-création du projet où on n'a pas co-créé d'abord les projets, on a reçu beaucoup d'informations, de feedback de ces structures, organisations qui travaillent déjà dans le domaine afin de mieux nourrir notre document projet au niveau de la co-création. Ensuite, finalisé, au niveau du Bénin, nous avons organisé une rencontre de présentation du projet à différentes structures encore qui travaillent dans le domaine, vers qui nous étions allés au début pour voir vraiment si le projet a pris en compte les données que nous avons reçues d'eux, pour avoir des orientations pour améliorer le document projet, ce qui a été fait. Et au niveau de la mise en œuvre maintenant du projet, je crois qu'au niveau des différents consortiums, nous avons à chaque fois impliqué des structures à la base, des jeunes à la base, les jeunes communautaires, les jeunes leaders, etc. Toujours pour que ce projet ne soit pas justement un projet de nos organisations, mais un projet qui se veut vraiment communautaire. Voilà. Je pense que nous sommes quand même à la fin des questions. Je ne sais pas si quelque part, voilà, il a été demandé, voilà, une dernière question. Quels sont les problèmes principaux que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de vos plans d'action à divers niveaux? Est-ce qu'il y a des problèmes phares qui ont été rencontrés? Donc, un problème peut-être par consortium. Oui, un problème par consortium. Stevie? Oui, je dirais au niveau du Burkina. Vous me recevez? Voilà, donc je disais au niveau du Burkina, le problème face était véritablement, j'allais dire, le volet budget, puisque je disais tantôt qu'il y avait une nécessité d'harmoniser le budget. On n'a pas forcément pris tout en. Ça fait qu'il y a eu beaucoup d'imprévus qu'il fallait gérer.
été question de trouver des mesures. Donc, c'était tout cela. Alors, si je dois parler pour le Bénin, je dirais qu'on a vraiment eu un souci je parlerai de communication, de prise de vue, etc. Parce que justement, au début, nos organisations n'ont pas eu forcément un équipement qui leur permettait vraiment de pouvoir mieux documenter, enrichir en termes de vue, en termes vidéo, etc. Qui vraiment ressentir de la capitalisation, mais ça fait partie vraiment des leçons apprises et des engagements peut-être à prendre pour améliorer justement la suite du partenariat. Nous allons répondre encore à 2-3 questions maximum et clôturer les discussions. Donc, quels sont les principaux types de violences liées au sexe dans vos régions? Mais avant ça, il y a une question. Avez-vous l'intention d'avoir un programme ou un projet au Nigeria? Je pense que cette question est beaucoup plus adressée à M. Maïfous, s'il est avec nous. Donc, avez-vous l'intention d'avoir un programme ou un projet au Nigeria? Je pense que nous avons une présence, Gender FA a une présence au Nigeria. Maintenant, est-ce que ce projet s'étend, est-ce que le programme actuel s'étend au Nigeria? Non, le programme actuel ne s'étend pas au Nigeria, mais il y a une présence au Nigeria avec d'autres interventions. Donc, voilà. Donc, la dernière question, c'était les principaux types de violences, voilà, que vous rencontrez dans vos régions à divers niveaux. Donc, voilà, au niveau du Bénin, Burkina et Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons répondre à cette dernière question et continuer les discussions. Oui, je voulais me lancer, je ne sais pas si c'est possible. Alors, pour dire au niveau du Burkina, les types de violences que nous rencontrons, c'est principalement les violences sexistes et sexuelles, surtout avec la crise sécuritaire. Vous verrez bien que nous rencontrons beaucoup de cas de viol, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Et la plupart des survivantes qui ont témoigné, ce sont ces types de violences-là qu'elles rencontrent. Quand bien même il y a aussi des violences physiques et également des violences psychologiques. Et peut-être au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que j'aimerais rajouter, c'est en plus des VSS, les violences sexuelles et sexistes, notamment les cas de viol, qui quand même étaient très, très élevés. En plus de cela, il y avait aussi les violences conjugales. Donc, on a eu à avoir beaucoup de survivantes de violences conjugales. Il y a aussi le harcèlement en milieu estudiantin. Je pense que peut-être que vous l'avez vu récemment, il y a eu une étude qui a été publiée par une organisation féministe qui est ici en Côte d'Ivoire, qui a révélé un certain nombre de pourcentages en matière de harcèlement dans l'une des plus grandes universités quand même de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des choses qui quand même reviennent le plus souvent, que ce soit ici à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Merci beaucoup, Baldé. Et il y a une contribution à la question par rapport aux interventions de Gender Health au Nigeria. Donc, une réponse de Malamita. Nous avons une présence au Nigeria à travers le projet MSS-FPO. Nous avons beaucoup d'autres questions, donc je vais solliciter l'indulgence des participants afin qu'on prenne encore quelques petites minutes. Donc, il y a une question qui demande, il y a un participant qui demande comment pouvons-nous permettre comment avez-vous amené les jeunes à s'engager ou à s'intéresser au projet? Comment avez-vous amené les jeunes à s'intéresser ou à s'engager dans la mise en œuvre du projet? Mariette, vous voudrez apporter une réponse? Oui, je crois que le Bénin a essentiellement travaillé d'abord avec les jeunes garçons sur la masculinité positive et curieusement, ils étaient demandeurs. Hein. On n'a pas à forcer les jeunes, ni déployer de stratégies
extraordinaire, mais on a juste compris que le besoin était là. Les jeunes avaient besoin d'être entretenus sur ces sujets-là. Et on a utilisé également les réseaux sociaux, des affiches, etc., pour beaucoup plus impacter les jeunes. Et voilà, je crois que l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir regrouper les jeunes autour des questions qui les intéressent, et les questions liées à la santé sexuelle intéressent réellement les jeunes. Et les autres stratégies, c'est beaucoup plus la communication médiatique. Merci beaucoup, Mariette. Je pense que nous allons clôturer voilà, cette phase de questions-réponses. Nous allons juste vous demander maintenant si vous avez quelque chose à dire, votre mot de la fin, voilà, et quels conseils surtout vous voudriez donner à d'autres organisations qui voudraient expérimenter un tel partenariat. Mais vraiment, en 3 mots. Nous allons continuer avec Mariette. OK. Déjà, je tiens à remercier Gender Health pour ce partenariat, comme je disais, qui a permis à nos organisations au Bénin de souffler au niveau des charges fixes. Ça me tient vraiment à cœur, mais également au niveau du développement administratif, programmatique, etc. Alors, un mot, c'est vraiment de dire aux partenaires que avant que les organisations exécutent les projets, avant qu'ils exigent des résultats, il faut qu'ils pensent également que ces organisations ont des factures à payer, ont des charges fixes de façon générale, ont des besoins spécifiques de développement organisationnel qu'ils se doivent forcément de considérer s'ils veulent que les organisations produisent véritablement des résultats. Et donc, pour me résumer, je vais vraiment demander aux organisations, aux partenaires, aux structures de s'inscrire dans la même vision que Gender Health afin d'aider les organisations comme les nôtres à avoir plus d'impact sur le terrain. Merci Mariette. Badé, un complément. Je pense que Mariette a parlé de l'essentiel, hein, que les organisations s'inscrivent dans la même directrice-là, qu'ils s'inspirent de ce partenariat équitable, de cette première expérience pour nous, afin que les organisations, on va dire, les de jeunesse féministes, vraiment être beaucoup plus autonomes, avoir plus de compétences et plus atteindre leurs objectifs surtout. Donc sur ce, merci beaucoup. Oui, moi je dirais aussi un mot de remerciement à Engender pour nous avoir permis, nous en tant que micro-organisation, de vivre cette expérience, cette aventure et de nous affirmer davantage. Et pour les autres organisations, ce que je dirais, c'est véritablement de ne pas hésiter à mettre la main dans la pâte lorsqu'il y a ces types d'initiatives et d'opportunités, et surtout de vraiment s'engager et se disponibiliser à apprendre et à redistribuer. Je vous remercie. Donc, merci à vous, chers panélistes, pour vos riches interventions. Merci à tous et à toutes d'avoir pris le rendez-vous avec nous pour ce webinaire de partage d'expériences autour du partenariat équitable établi avec Gender Health grâce à l'appui de la Fondation Hewlett. On note que c'est un partenariat holistique qui renforce la participation significative des jeunes et qui est un type de partenariat qui prend en compte non seulement les activités, mais également le bien-être et la durabilité de l'organisation sur les plans administratifs, financiers, programmatiques et institutionnels. Des plans d'action qui ont été élaborés à travers un processus de co-création. Un appui technique surtout est apporté aux organisations dans la mise en œuvre de ces plans d'action, mais aussi dans la mobilisation de ressources après les interventions. Donc, merci à tous. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons un très bon moment, agréable après-midi à vous. Merci.